Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les coulisses de l'histoire d'Alice Guillot, fondatrice de La Patronnerie, espace de coworking féministe à Paris et communauté de soutien aux femmes entrepreneuses. L'occasion pour nous d'explorer la question de la maternité en tant que féministe. Historiquement, les mouvements féministes ont plutôt œuvré à libérer les femmes de leurs conditions de mère, avec la lutte pour le droit à l'avortement, à la contraception, la lutte pour l'égalité salariale aussi et la possibilité pour les femmes d'exercer tous les métiers, y compris celui d'entrepreneuse, et de gagner leur vie tout aussi bien que les hommes. Quand tout ça se heurte à la réalité de devenir maman, ça n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre. Est-ce féministe, par exemple, de prendre un long congé maternité ou bien de reprendre rapidement le travail comme si de rien n'était? Alice racontera comment elle a navigué avec ces questions au fil de ses 2 maternités, marquées qui plus est par plusieurs trahisons, des clients qui se défilent à l'annonce de sa grossesse, elle en parle à la toute fin de l'épisode, donc restez bien jusqu'à la fin, et surtout une cofondatrice qui décide de rendre son tablier en plein pendant son congé maternité. J'ai trouvé Alice très digne et compréhensive d'ailleurs face à ces événements, peut-être même pas assez en colère à mes yeux. Et je la remercie en tout cas pour sa transparence, alors même que certaines procédures sont toujours en cours. Prendre la parole publiquement, c'est pas toujours un exercice évident dans ce genre de situation conflictuelle. Donc, j'ai beaucoup de gratitude envers Alice de nous partager ici ses coulisses qui, j'espère, vous inspireront et vous aideront tout autant qu'elles m'ont passionnée. Allez, bonne écoute! Bonjour Alice, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci à toi surtout. Alors, ce que je te propose pour démarrer cette interview, c'est une question que j'aime bien poser à mes invités avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'entrepreneuriat, la maternité et les deux intermixés. Je voulais savoir, toi, quand tu étais enfant, comment est-ce que tu imaginais ton équilibre de vie entre vie pro, vie perso? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a travaillé? Est-ce que ça a orienté tes choix d'études éventuellement ou pas? Enfin voilà, quel modèle t'as eu de tes parents? Comment tu te projetais en fait? Voilà, c'est une bonne question. Je pense que la projection quand j'étais plus jeune, elle était très limitée sur ce sujet puisque moi j'ai eu une mère fonctionnaire, institutrice. Donc on était une fratrie de 3 et j'ai toujours, vu, mes 2 parents travailler, à temps plein. Mais je pense avec le recul, avec ma mère qui avait quand même la possibilité de nous récupérer un peu plus tôt en cas de problème, voire de pouvoir nous garder, pendant les vacances scolaires. Donc pour moi, ça a jamais été un sujet parce que je m'étais dit, d'ailleurs je me suis même pas posé la question à cette période en me disant: «Si un jour il y a des enfants, j'ai des enfants, ils seront la société en tout cas va toujours s'adapter, à ma vie en tant qu'adulte, en tant que mère». Donc pas de sujet, pas de réflexion sur ce sujet-là. Et du coup, ensuite, quand tu as commencé à faire tes études et le début de ta vie professionnelle, avant de devenir entrepreneuse, ça a ressemblé à quoi? Alors moi, j'ai toujours su que j'avais envie d'être indépendante. Je pense que j'ai eu vraiment un parcours scolaire assez chaotique, je me sentais pas, bien dans l'environnement scolaire. Donc très vite, à partir du collège, j'étais orientée sur les études professionnelles. Donc j'ai fait un lycée du bâtiment. Alors pourquoi le bâtiment, en tant que femme? Parce que c'est souvent un secteur qui est pas appréhendé. Eh bien parce qu'il y avait ce côté créatif autour de, l'architecture, de l'art qui m'intéressait déjà. Et puis, en fait, on m'a orientée en me disant: «Bah, voilà, vous êtes une femme, vous irez, sans doute vers des métiers type, puéricultrice». Il y avait aussi, coiffeuse et moi j'ai dit: «Bah, non, si je dois être orientée professionnellement, j'aimerais aller dans le bâtiment». Donc je suis partie dans un lycée du bâtiment et ça m'a permis en tout cas, je pense, d'être sur des choses plus, de prendre confiance en moi et d'être sur, des matières plus terrain. Donc d'être dans le faire et moins dans le théorique. Donc ça a développé ma confiance en moi et ça m'a permis aussi de me dire que en fait, j'avais pas envie, d'avoir quelqu'un qui me drive dans la vie, que j'avais pas envie qu'on prenne des décisions pour moi, dans mon parcours parce que je trouvais qu'en fait en tout cas jusqu'aux études supérieures, on avait fait des choix pour moi, contre moi, sans, me poser vraiment la question de ce que je voulais. D'ailleurs, je pense que le choix d'aller dans un lycée du bâtiment, ça a été même pour contrecarrer ce qu'on me prédestinait en tant que femme en disant: «Tu es une femme, donc tu avais 2 choix, c'était les enfants, l'esthétisme ou le ménage».
globalement. Très cliché, hein. Ouais, bah, non, au contraire, enfin, je trouve que tu as pris le contre-pied de ces clichés et il devait y avoir, principalement des mecs, en fait, dans ton lycée, j'imagine? Oui, alors c'est ça, moi on était deux femmes, dans ma classe, donc en plus une posture, quand même très privilégiée, donc je pense que c'est aussi ce qui m'a permis, ben, toujours d'être sur une prise de confiance en moi parce que quand on est unique, on est mieux traité aussi. Donc il y avait quand même cette posture, et puis, moi j'ai énormément appris, de mes camarades qui, eux, n'avaient pas de problème pour se montrer, pour parler fort, pour rigoler, parce que, en plus secteur du bâtiment très, dans la virilité, voilà, on se positionne comme, homme fort, donc il fallait être à ce moment-là, être, la femme forte, donc les 2 femmes fortes vu qu'on était 2, et donc j'ai appris aussi de tous ces mécanismes, donc on peut dire merci mes camarades de classe. Ouais, ça a dû bien te servir plus tard, en tant qu'entrepreneuse, justement. Et pour faire la transition, comment voilà, s'est passé ton début de carrière et est-ce que, du coup, tu t'es lancée en tant qu'indépendante dès le départ? Qu'est-ce qui t'a voilà, comment se sont orientées les choses? Alors du coup, moi, mon objectif, c'était vraiment d'être dans un secteur artistique. Donc en fait, après mon diplôme chef de chantier, je j'ai passé un concours passerelle pour aller en art appliqué, pour faire, de la scénographie, de l'architecture d'intérieur. Donc j'ai réussi à grâce à cette passerelle à l'époque, à retourner faire, des matières dites plus, générales, et donc en fait, quand j'ai commencé à chercher du travail, notamment donc à Paris, parce que moi j'ai fait mes études à Nancy et à Saint-Étienne, et ben, je me suis rendu compte que le monde du travail, notamment dans les secteurs créatifs, c'était très compliqué d'accès, et je me suis retrouvée à faire du freelance en scénographie événementielle dans une grosse agence, de mariage. Donc à l'époque, il y avait toute cette, mouvance autour de tout ce qui était wedding planner et cetera. Il y a énormément de filmographie là-dessus, et moi, du coup, je connaissais pas du tout, mais je me suis retrouvée à postuler à une annonce, scénographie événementielle, et je me suis retrouvée propulsée dans un univers pour le coup très girly, contrairement à ce que j'avais pu, connaître précédemment, et j'ai commencé en tant que alors je suis passée par une coopérative d'entreprise, un premier temps, puisque la coopérative d'entreprise, la couveuse, ça permettait d'avoir accès aux droits d'un salarié, et puis après, j'ai monté, ma micro-entreprise, donc j'avais 24 ans, et donc du coup, j'ai oscillé comme ça entre plusieurs statuts, je pense qu'en fonction de mes besoins, de mon évolution, de carrière aussi. Mais voilà, ça a été, des débuts en tant qu'indépendante, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, notamment d'un point de vue stratégique, et puis aussi, bah, les questions de posture, hein, qui sont importantes quand on devient un chef d'entreprise. Des choses aussi comme, le démarchage, en tout cas des sujets qu'on n'a pas l'habitude, qu'on préempte pas à l'école, et surtout pas aussi quand, on fait des études artistiques, parce qu'après moi entre-temps j'avais fait les beaux-arts, donc aux antipodes de l'entrepreneuriat. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux différents statuts que tu as pu expérimenter et à la couveuse avec des droits, similaires aux salariés, puis ensuite la micro et on verra tout à l'heure, quand tu nous raconteras, tes grossesses et tes congés maternité, quel statut tu avais et comment ça a joué au niveau des droits notamment parce que je sais que c'est une grande question, que se posent pas mal d'entrepreneuses, et qui écoutent le podcast. Donc voilà, on y reviendra, mais c'est intéressant en tout cas de voir que tu as connu différents statuts. Et quand, ta première grossesse a pointé le bout de son nez, où est-ce que tu en étais toi dans ton parcours pro? Et aussi, comment est-ce que tu envisageais la maternité en tant qu'entrepreneuse? Tu le disais, voilà, quand j'étais jeune, ça m'avait pas tellement posé question. Est-ce que là, à l'aube de ta première maternité en tant qu'indépendante, ça voilà, comment tu appréhendais la chose? Alors moi, je suis tombée enceinte pendant le Covid, donc en 2021. En fait, avec mon conjoint, on venait de déménager et c'était pas du tout un sujet qu'on avait, abordé. Donc la grossesse est arrivée un peu comme ça, on va dire. C'est même mon conjoint qui a détecté des signes. Alors moi, je me dis: «Oh là là, je me sens pas bien. Ah là là», je m'endormais tout le temps sur le canapé en travaillant. Enfin, vraiment des sujets comme ça. Alors que pourtant covidé, donc plus de déplacements puisque en fait, entre-temps, les 5 ans, avant, j'avais ouvert un espace de coworking dédié aux femmes chefs d'entreprise, donc toujours en déplacement dans des lieux. Donc une extrême fatigue, et donc là je découvre que je suis enceinte. Donc pas de préparation, on se jette à l'eau.
Donc pas eu le temps d'appréhender la question, tu as plongé dedans. OK. Et donc tu disais ça faisait 5 ans que tu avais, lancé un coworking et en même temps il y avait eu le covid. Où en était, cette activité? Comment voilà, où est-ce que tu en étais professionnellement quand cette grossesse t'est «tombée dessus» entre guillemets? Mmh. Donc j'avais montré cet espace dans le 11e, de coworking, donc on accueille, essentiellement, c'est toujours le cas, hein, donc des initiatives, féministes. L'objectif, c'était vraiment de se retrouver entre femmes, cercle de femmes, donc on va avoir, des discussions, des ateliers autour de l'entrepreneuriat dédié aux femmes, mais aussi autour de la vie et du cycle de la femme et puis, bah, là, on nous annonce qu'il faut fermer. À cette époque, la chance que j'ai eue, c'est que les femmes chefs d'entreprise qui étaient au coworking ont décidé de payer le forfait minimum pour pouvoir, en fait, faire vivre le lieu parce que sinon on pouvait, on n'avait pas le choix de fermer complètement la structure et donc ça déjà c'était un grand, quand même un grand moment de sororité pour moi de me dire que, on a ce pouvoir entre femmes et entre de s'entraider. C'est des choses qu'on notifie pas trop souvent dans notre société, quoi. Ouais, c'est génial, c'est hyper généreux de leur part parce que, enfin, pour avoir été entrepreneuse pendant le covid aussi, c'était une grande période d'incertitude, quels que soient, les secteurs, on était tous plus ou moins impactés. Mais surtout, tout le monde avait, beaucoup moins de visibilité et c'est un bel engagement envers ton initiative, que de promettre, voilà, un forfait même minimum, mais c'est génial quoi que tu aies eu ouais, c'est un vrai acte de générosité. C'est ça et après du coup, moi, c'est vrai que j'ai transformé tout ce qu'on avait en tout cas, ce qui est vraiment les fondements de la patronnerie, le fait de travailler sur cette notion de sororité, j'ai envie de dire de girls club et ben, on a, j'ai fait beaucoup de formats digital, on se retrouvait, le matin pour faire du sport en visio, ça permettait de démarrer, des journées, plus sereinement, on faisait des apéros le soir et cetera. Donc c'était pas du tout une période pour moi, calme. Au contraire, j'ai dû, revoir un peu toute ma manière de fonctionner parce que passer du physique au digital, c'est une chose, c'est compliqué et puis il fallait quand même fédérer une communauté à distance. C'était une période très dure pour les chefs d'entreprise et puis, il a fallu aussi trouver, en fait, plein de mécanismes pour sauver la boîte. Après moi, j'estime que c'est sans doute une de mes forces de savoir me renouveler, et de savoir écouter le marché, ce que je trouve très important quand on est chef d'entreprise, pour savoir se remettre en question perpétuellement. Parce qu'en fait, la vie d'une boîte, si on est accroché à, une vision unique qu'on a eue à un moment X, en fait, souvent, elle est amenée à couler parce que ce qu'il faut faire, c'est réussir à traverser le temps. Donc s'adapter au marché. Là où moi je l'avais pas vu venir, c'est qu'il fallait aussi que je m'adapte à ma nouvelle vie, en tant que mère chef d'entreprise. Voilà et ça, c'est un autre challenge. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est s'adapter au marché, s'adapter aux aléas de la vie, genre le covid, genre la maternité. C'est un vrai tsunami, sur lequel il faut savoir, surfer. Et du coup, comment s'est passée, ta grossesse? Comment tu l'as vécue? Donc on a compris que, enfin, au tout départ, tu avais des symptômes que tu enfin voilà, qui notamment cette fatigue, au tout début. Est-ce qu'elle a perduré? Comment ça s'est passé pour toi, physiquement et mentalement aussi? Alors physiquement, moi, en tout cas, mes 2 grossesses, j'ai trouvé que c'était très dur physiquement. Je pense que c'était vraiment cette sensation d'extrême fatigue au quotidien, dans lequel je trouve enfin en tout cas pour moi qui a beaucoup perduré et puis bon moi il se trouve que j'ai énormément vomi. Syndrome principal, c'est manger beaucoup, vomir beaucoup, voilà. Donc par contre effectivement l'obligation durant le covid de rester, en tout cas chez moi, je pense que ça m'a permis de peut-être de plus assurer en tout cas sur le côté, physique, c'était moins éprouvant. Même si la fatigue était là, je pouvais, travailler de mon canapé, pas avoir d'obligation à me déplacer. Ça, c'était un des points positifs que cette première re grossesse arrive à cette période. Ouais et puis surtout en cas de vomissement, de pas avoir
de transport. Enfin, mine de rien, en fait, pour avoir aussi, beaucoup, beaucoup vomi pendant mes 2 grossesses, c'est, la fatigue, ça amplifie. Donc, le fait de pouvoir rester chez toi, puis même d'un point de vue logistique, enfin, tu vois, de pouvoir Vomir. vomir pas loin de là où Vomir travail de là où tu pas travailles. loin. Alors que si tu vas dans ton coworking, j'imagine, enfin, tu vois, tu as tes clients, tes partenaires et tout et toi, enfin, tu vas aux toilettes toutes les 15 minutes avec les bouilles. Enfin, bon, je me dis que c'est pas mal d'être dans son intimité, en fait. C'est la chance que tu as eue avec le Covid. Et comment est-ce que tu as annoncé, cette première grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a pris la tête ou pas? Enfin, est-ce que tu l'as dit, simplement? Je parle à tes clients, partenaires, aux membres, de la patronnerie et cetera. Je trouve que c'est ça, vraiment, une réflexion qui est compliquée à avoir, parce que, en fait, en tout cas moi j'ai grandi avec l'image j'ai pas grandi avec des rôles modèles de femmes chefs d'entreprise. Pour moi, la chef d'entreprise, c'est le chef d'entreprise. Donc, en plus je me suis identifiée peut-être aussi à un féminisme très, masculin finalement. En fait, pour être une bonne chef d'entreprise, on reprend les codes du masculin. Sauf qu'un homme, ne traverse pas, ce chamboulement qu'est, la grossesse, la maternité et donc en fait, je suis partie du principe, sans vraiment me poser la question, que ça ne changerait rien, que j'allais faire avec et que, globalement, fallait pas que ça se voie. Donc j'ai continué, à mener alors en plus le covid aidant, des visios, on ne voit pas que tu es enceinte, voilà, les clients où savent pas que tu vas vomir ou que tu es fatiguée, donc je pense que c'est passé vraiment alors oui, je pense pas, hein, c'est passé à la trappe, donc je pense qu'il y a eu aussi un déni de mon côté en disant: «Je reste quoi qu'il arrive là même, ça ne changera rien» et pas une envie, de l'annoncer, à, mes clientes. Et puis après pour les coworkeuses, tu vois, je pense que j'étais tellement dans le déni que je me souviens pas l'avoir annoncé. Je pense que je suis arrivée au bureau, et que je leur ai dit: «Ah bah oui, 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 au fait, je suis enceinte». Voilà et puis j'ai laissé j'avais dû faire un déj avec, 4 patronnes bien implantées. Je leur avais annoncé, puis je m'étais arrangée pour que le message soit diffusé au sein des bureaux et puis comme ça, voilà, pas vu, pas pris, on n'en parle pas et puis on passe à autre chose, quoi. Voilà. En tout cas, c'était pour ma première grossesse, un peu ma vision en me disant, «Je veux pas que ça cannibalise, ce que j'ai créé ces dernières années. Je suis, chef d'entreprise compétente» et en tout cas dans mon inconscient, toujours cette image très masculine de l'entrepreneuriat, je m'étais dit, voilà: «Je serai capable de ne pas, pas être impactée et je vais montrer à toutes les femmes autour de moi qu'une grossesse n'impactera pas, l'entreprise et la manière dont je gère ma vie au quotidien». Avec le recul, je suis pas convaincue que c'était la meilleure idée, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit à cette période. Ouais et on comprend tout à fait, effectivement que ça puisse être, le réflexe en fait de se dire: «Bah, c'est bon, on va pas en faire un fromage, on va pas se morfondre sur nous-mêmes, allez on est fortes» et tu as raison, il y a une forme de féminisme qui prône aussi, ces valeurs-là et puis je pense qu'on baigne aussi tellement dans une société patriarcale qui invisibilise complètement la réalité, de la maternité que, surtout pour une première grossesse, on ne se rend pas forcément compte et puis, bah, on verra comment ça évolue pour toi, puis peut-être que ça a été différent pour la deuxième, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que tu étais partie avec cette posture-là. Ouais, je pense que déjà on connaît pas, on n'est pas très informé, on connaît pas les syndromes, on en parle très peu entre nous. Alors aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir les réseaux sociaux qui nous documentent, je trouve, beaucoup plus, donc il y a aussi du positif dans les réseaux sociaux. Donc si on fait l'effort de chercher, on va trouver des informations. Mais c'est vrai que, il y a, tout ce poids sociétal où on te dit aussi par contre les choses qui sont actées, c'est que le jour où tu deviens mère, bah, on sait très bien que les femmes, elles ont pas le plafond de verre, qu'elles stagnent, que les clients vont pas suivre et cetera. Donc il y avait aussi quand même cette pression inconsciente de se dire que, je ne voulais pas paraître incapable aux yeux, de mes clients et de mes clientes parce que c'est pas parce qu'on travaille qu'avec des femmes, qu'il y ait pas cette vision-là, puisque moi-même je l'avais, hein. Donc, je trouve qu'effectivement il y a et la société qui nous rend invisibles et il y a nous-mêmes qui nous mettons des barrières en se disant, «Je peux pas me permettre de dire ça ou de faire ça, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, en fait? Qu'est-ce que je donnerais comme image?» Et puis peut-être que le
contexte Covid a encore amplifié ça, où là, tu étais dans un mode survie pour, il faut remanier l'activité, il faut faire en sorte qu'on tienne bon et du coup, enfin voilà, rajouter à ça une grossesse, ça aurait peut-être fait beaucoup en fait à «accepter» entre guillemets pour les clientes qui avaient déjà été hyper sympas de maintenir leur abonnement. Donc je pense que ça a peut-être aussi un peu joué sur cette posture que tu as adoptée et encore une fois qu'on comprend totalement même si, heureusement il y a d'autres façons de voir les choses et et puis on pourra en parler. Mais c'est bien de le dire, carrément. Ouais, c'est bien de le dire parce que je trouve que ça enlève la culpabilité. Pendant longtemps, moi, j'ai pas osé me le dire et maintenant avec le recul, avec les années, je me dis: «Mais en fait, effectivement, je me suis pas permise parce que je considérais que c'était un aveu de faiblesse». Voilà, donc et ça, je pense que c'est important de le dire, de se dire, quand on est dans ces situations en tant que femme, on considère qu'on est plus faible. Déjà, on se met toujours dans une position de faiblesse, mais là, on se dit: «Je peux pas être encore l'élément plus faible que, pas constamment l'élément plus faible». Donc du coup, voilà. Et qu'est-ce que tu avais imaginé ou décidé par rapport à ton congé maternité? On va le faire en 2 temps. Il y a la partie, administrative, tout ça, on en parlera après, au financement et puis la partie aussi, l'impact par rapport à ton activité. Est-ce que tu avais imaginé mettre certaines choses en pause ou continuer comme si de rien n'était? Qu'est-ce que tu avais envisagé? Alors pour moi, c'était clair par contre que j'allais prendre un congé mat. Après, arrêter de travailler, pas 100%, mais en tout cas, ralentir, faire les choses que je considérais bien pour mon équilibre mental, voilà. Donc je me suis pas mis de pression en me disant: «Bah, voilà, ce que je suis en mesure de le faire, je vais le faire». Donc à savoir que à l'époque, j'avais une associée, donc déjà on était 2, donc il y avait ce poids où moi je me disais: «Bon, on est 2, ce n'est que 3 mois dans une vie». D'ailleurs, je me suis pas posé la question, de: «Est-ce que j'aurais envie de prendre un congé mat plus long?» Hein. Je me suis dit: «C'est identifié, c'est 3 mois, donc ça sera 3 mois». Voilà, tu vois? 3-4 mois. Donc en tout cas, moi, je considère que j'ai pris quand même un congé mat, même si j'ai fait des tâches, usuelles, pour mon entreprise, quoi. Et ton associée alors, comment est-ce qu'elle l'a, envisagé, cette grossesse et ce congé mat? Est-ce qu'elle était aussi, sereine que toi en mode: «C'est bon, ça va rien changer» ou, comment elle l'a pris? Ce qui est très marrant aussi, c'est que je pense que donc on s'est toutes mis dans une posture où quoi qu'il arrive, ça n'allait pas changer les choses. Donc on n'a pas eu de discussion, sur le sujet, comme quoi même entre femmes des fois on a des problèmes de communication et on avait à l'époque, une, salariée avec qui était présente. Donc ça veut dire qu'on était quand même 3 à pouvoir driver des lieux qui étaient fermés. Voilà. Donc bien sûr, il fallait trouver un business autre part, un business model en attendant la réouverture. Mais, pour moi, je me disais l'avantage là de tomber enceinte pendant le covid, c'est que, ce qui est fatigant, c'est la gestion de lieu aussi. C'est être là physiquement, c'est, aussi, bah, apporter des choses parce que être dans un espace événementiel, c'est être en mouvement continu. Ce qui est quand même très difficile avec la grossesse. Et donc on est parties de la posture toutes les 2 que de toute manière, effectivement, ça ne serait que 3 mois et que ça serait comme ça. On n'a pas de vision, elle avait pas d'enfant, on n'avait pas la vision de ce que ça pouvait engendrer derrière, heu et puis, oui, je pense qu'on a vraiment pris les choses en se disant, ben, voilà, ça arrive, il y a pas eu de discussion vraiment sur l'après. C'est vraiment une 1re grossesse sans préparation, tu vois? Sans filet, sans préparation. Ça marche. Et au niveau du financement de ce congé maternité, est-ce que tu as fait, des demandes pour avoir des indemnités? Quel était le statut d'ailleurs, enfin, toi, ton statut et le statut de l'entreprise? Alors, nous, on avait choisi d'ouvrir en format, SAS, parce que l'objectif effectivement, sans penser forcément à une grossesse, c'était de se dire: «Il faut qu'on choisisse un statut qui certes, qui comporte beaucoup de charges, mais qui va nous permettre de pouvoir se sécuriser en cas, de problématiques, notamment, liées à la santé et cetera». Donc on avait été conseillés sur ce statut, qui nous semblait, approprié. Là, pendant la grossesse, je me suis renseignée donc auprès de mon comptable de l'époque pour, savoir, quoi faire et cetera, quoi déclarer puisque l'objectif de la SAS, c'est de pouvoir avoir un congé mat, rémunéré et donc à l'époque, mon comptable m'a tout simplement conseillé de dire:
Écoute, ce n'est que 3 mois, donc il a réagi aussi, hein, en je veux dire, en homme, en disant: «Ce n'est que 3 mois. Là, si on fait les démarches, tu vas toucher presque rien, ou alors il va falloir énormément augmenter ta paye pour pouvoir toucher, pas grand-chose. Donc moi, là, vous avez la trésor pour tenir. Je vous conseille de, ne pas déclarer cette grossesse. Tu t'arrêtes 3 mois, on se ver tu vous versez toutes les 2 vos salaires et puis, bah, ça passera comme une lettre à la poste». Donc je t'avoue que j'ai pas une énorme passion pour l'administratif. Déjà qu'on en avait beaucoup avec le covid. Je me suis dit: «OK, il me conseille ça, généralement il a de bons conseils, je l'écoute» et donc on n'a pas enclenché en fait, de déclaration, de grossesse. OK. Ça se voit pas pour les auditrices, mais je fais des gros yeux. Oui, ouais, c'est ça. Mais voilà, Parce que mais comment dire que les conseils de ce comptable après c'était en 2021, à sa décharge, ça venait de changer en fait, ça a changé en 2019-2020, et jusqu'en 2019, le conseil qu'il t'a donné était, tout à fait valide. En 2021, ça l'était plus. Mais on va dire que, il y a forcément eu un petit temps avant de se mettre à la page et c'est vrai que c'est vraiment un sujet, c'est qu'on en avait parlé toutes les 2 quand on s'est rencontrées. C'est qu'en fait, moi, j'ai mangé des conseils parce qu'en fait, déjà comme je me mettais dans une posture où, j'allais m'en sortir et qu'il y avait pas de problème et que chaque femme vivait ça et puis que je suis chef d'entreprise. Donc et là, pour le coup, je me suis pas mise dans une posture de patronne, je me suis mise dans une posture de patron en me disant, «Bon, ça va le faire». Et il m'a confortée dans le fait que j'avais pas envie de faire de l'admin, hein, et puis, hop, c'est passé à la trappe. C'est vrai que maintenant avec notamment la deuxième grossesse, je me rends compte à quel point c'était et naïf et aussi, surtout moi ce que j'ai mal vécu après quelques années après donc oui, bah, après donc si on devait dater, parce qu'il faut dater peut-être avec 1 ou 2 années de plus, donc vers 2023-2024, je me suis dit: «Mais en fait, quand j'ai commencé à avoir des chefs d'entreprise autour de moi qui avaient des grossesses, notamment au bureau, je me suis dit: «Mais, c'est une non-reconnaissance de mon vécu, de mon statut, de ce que je suis devenue». C'est-à-dire que le fait de pas d'avoir déclaré ma grossesse, ça m'a mis dans une posture qui est que je me suis interdit de me mentionner en tant que, femme, chef d'entreprise avec des enfants. Voilà, psychologiquement, je me le suis, interdit. Comme quoi, c'est important de faire de l'admin quand même. ouais, non, complètement et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est l'administratif ou voilà, les aspects, purement, enfin, voilà, comptables. En fait, c'est des choix qui orientent aussi beaucoup l'état d'esprit, la posture qu'on va prendre et bon, bah, là, tu as une grossesse qui était, éprouvante, mais qui s'est globalement, quand même bien passée. Tu pas eu de gros problèmes de santé. Mais j'imagine, voilà, quelqu'un qui, continue à prendre sa paye comme d'hab, face à une associée qui elle, bah, est payée aussi, mais bosse à plein temps. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc dans, l'équilibre, quand on a des associés ou des salariés, de se dire: «Bah, en fait, attends, parce que là, du coup, elle bosse quasiment pas». Enfin, tu vois, il y a ce truc-là aussi, ça aurait pu créer quelque chose dans votre dynamique, où là, je pense que le comptable, il a plus, réfléchi en mode, voilà, flemme administrative que, en termes de, c'est quoi les enjeux, symboliques aussi derrière le fait, d'octroyer un congé, rémunéré à une chef d'entreprise. Parce que c'est ça aussi, au-delà des chiffres, l'enjeu, il est là aussi. Oui, bien sûr. Bah, c'est sûr que ça a mis l'entreprise dans une posture où effectivement moi je trouve vraiment de mensonge, mais mensonge vis-à-vis aussi de mon associé parce que du coup, quand je dis moi j'ai pris un congé mat, mais c'est vrai que j'ai toujours été sur la partie, commerciale et prospection. Donc tu vois, j'ai quand même continué à assurer les rendez-vous prospection, parce que et c'était même pas je pense pour une posture de quand même je suis très payée à travers la boîte, et j'ai pas de congé mat. Je me suis pas, arrêtée à 100, tu vois? Dans ma tête, je l'étais, je me mettais pas d'obligation, mais j'ai fait quand même mes petites tâches du quotidien et cetera pour assurer ces 3 mois, quoi. Et d'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue récemment, avec, mon ancienne associée, c'est qu'elle, en fait, elle a vécu mon premier congé mat comme un congé mat qui a duré, 1 an. Elle me disait: «Oui, mais toi, tu as pris, 9 mois de congé mat». Je lui disais: «Mais pas du tout, j'ai pris 3 mois». Je me souviens les premières semaines, ma fille était même trop petite pour aller chez la SMAT, donc je jonglais et cetera
Mais la vision qu'on a, notamment quand on n'échange pas suffisamment et ben, en fait, elle est complètement biaisée. Waouh! Ouais, ouais. Non, mais je trouve ça fou, tu vois, toi, tu prends, je mets des guillemets encore une fois pour celles qui me voient pas. Je mets des guillemets sur le prendre 3 mois de congé parce qu'au final, si tu travailles un petit peu tous les jours, voilà, même si tu lèves le pied, c'est pas un vrai congé maternité, n'est-ce pas? Et ton associé qui a l'impression que ça dure 9 mois. Enfin, c'est ouais, c'est fou comme le fait aussi, encore une fois, on revient à ce symbole de, poser son congé maternité, poser ses dates, partir, faire une petite fête de départ, revenir, faire une petite fête de retour éventuellement. Enfin, tu vois, genre marquer les choses dans la symbolique au-delà des aspects administratifs, c'est hyper important et d'autant plus quand on a des parties prenantes aussi, importantes qu'une associée, quoi. Et on a parlé de la relation avec ton associé. Je voudrais qu'on parle, de ton conjoint, parce que c'est un sujet que j'aime bien aborder aussi dans le podcast, l'équilibre, qu'on trouve ou pas avec sa moitié quand on devient parent et où pèse la charge, à la fois, bah, logistique, mentale et financière aussi, de l'accueil d'un enfant. Comment est-ce que vous vous êtes organisés avec le jeune papa? Est-ce que lui, il a pris un congé pater, ou pas? Voilà, comment est-ce que ça s'est goupillé entre vous? Et est-ce que ça a été, là, est-ce qu'il y a eu des discussions ou est-ce que, voilà, comment est-ce que vous êtes organisés? Alors moi, j'ai mon conjoint, il était beaucoup plus enclin à avoir des enfants que moi. Donc il y avait quand même eu cette discussion quand je suis tombée enceinte de dire qu'en fait, moi je ne garderai pas un enfant s'il ne prend pas sa charge de responsabilité. Donc voilà, je suis assez bonne pour les petits coups de pression, mais en clair, s'il avait envie de devenir père et que d'avoir cet enfant, il fallait falloir qu'il fasse, les mêmes tâches que moi, donc que les mêmes, tâches, pèsent, sur ses épaules. Et puis en fait, lui, ça lui a donné un coup de boost, c'est-à-dire qu'il bossait dans une petite start-up où il était DG, où il travaillait énormément et en fait avec, l'arrivée du covid, il s'est retrouvé, à travailler beaucoup plus, que la norme, à faire, des extras et cetera et en fait, il s'est dit: «Bah, en fait, c'est le moment de changer, c'est le moment de partir». En fait, quand il a annoncé à son boss, qui était devenu forcément un ami très proche vu la taille de la boîte, qu'il était papa, en fait, son boss a pas du tout pris en compte, cette donnée et en fait, ça l'a boosté lui à dire: «En fait, je vais partir». Parce que, je veux pouvoir élever, mon enfant, le connaître, prendre soin d'elle et cetera. Il a trouvé un autre emploi et puis il a pu, caler, les, 2 mois et demi, c'est ça la limite, prendre je dis ça non, il a pris 3 mois, tout pile oui, un peu moins après. Donc il a pris en fait le même congé, que moi, donc il était à la maison. Ah génial! Et ça, c'était génial parce que pour moi, c'était aussi, voilà, c'était de dire, en fait, un enfant, ça se fait à 2 et surtout les premiers mois, on a besoin d'être épaulés. Nous, en plus, les femmes, après coup, on a quand même les stigmates du corps. Donc il faut que le conjoint, il puisse, assurer derrière, voilà. Et comment est-ce que tu as vécu la naissance et le postpartum, immédiat, pendant voilà, ces 3 mois de congé mat? On viendra après sur la reprise du travail et tout, mais comment est-ce que tu as vécu cette période-là? C'est vrai qu'en tout cas là pour moi le postpartum, je pense que on en parlait un petit peu. J'avais écouté je m'étais un peu renseignée sur le sujet, mais pour moi je l'ai senti vraiment inexistant parce que, peut-être qu'aussi dans un cadre privilégié avec un conjoint qui était là, 24 heures sur 24. Moi j'ai fait le choix de pas allaiter aussi donc en fait, j'avais pas de moment, où j'étais confrontée à un enfant qui pleure au milieu de la nuit, à pas savoir quoi faire, puisqu'on s'était répartis, les biberons, toutes les tâches, et cetera. Donc je me suis pas sentie, épuisée, fatiguée. Je fais une petite parenthèse qui me semble importante à la réécoute de l'interview d'Alice. J'ai pas osé la couper, en fait, pendant l'enregistrement, et évidemment, je respecte à 100 le choix des unes et des autres quant au fait d'allaiter ou non ses bébés. Mais je voulais, voilà, rajouter un petit quelque chose qui me semble important. Heu,
Alors déjà, c'est pas toujours uniquement un choix, d'allaiter ou pas, ça dépend beaucoup aussi de comment ça se passe, avec son bébé. Par exemple, moi avec mon aîné, l'allaitement a été très compliqué pour plein de raisons et j'ai dû arrêter assez rapidement. Pour ma deuxième, que j'allaite encore et qui a 2 ans et demi, ça a été le contraire. L'allaitement a été voilà, c'est hyper bien passé, tant et si bien qu'elle refusait carrément le biberon, ce qui m'a un peu empêchée de reprendre le travail, au rythme que j'avais, planifié. Parce qu'elle ne prenait que le sein, jusqu'à ses, 6 mois. Bref, j'ai l'expérience des 2, même si c'était un peu malgré moi dans les 2 cas, allaitement et non-allaitement et donc je peux témoigner qu'un bébé allaité ne pleure pas plus la nuit, qu'un bébé à qui on donne le biberon. Je sais pas du tout d'où Alice a entendu, cela. Je dirais même, d'expérience que c'est plutôt le contraire. En fait, un bébé allaité en cododo, bah, il va téter, sa maman, sans qu'on ait trop besoin de se réveiller. Alors qu'un bébé à qui on donne le biberon, je m'en souviens, pour, mon fils aîné, bah, déjà il va devoir se manifester, donc pleurer. Ensuite, il faut quelques minutes, bah, pour préparer le biberon, le donner, puis le recoucher, le rendormir. Bref, c'est quand même beaucoup plus réveillant, même si effectivement on peut partager, le travail, avec, le coparent. Donc encore une fois, l'allaitement, c'est un choix et en tant que féministe, je suis 100 pro choix, mais il me paraît essentiel que ce soit un choix éclairé et malheureusement, il y a pas mal de désinformations au sujet de l'allaitement, souvent poussées par, les industriels du lait en poudre d'ailleurs. Donc voilà, si vous vous posez la question de l'allaitement ou non, faites vos recherches et ne faites pas votre choix en fonction de soi-disant, pleurs la nuit. Au contraire, on était quand même dans un cadre très privilégié. On venait de sortir, de Paris, donc on avait quand même la chance d'avoir de l'espace. C'est peut-être d'ailleurs ce que j'ai le plus mal vécu après quand j'ai repris le travail, repris le chemin de Paris, de me retrouver sur, cette nouvelle vie, proche banlieue plus, maman avec un nouveau-né. Là, c'était plus dur. Mais là, bloquée à la maison, en postpartum, avec mon mec qui pouvait gérer autant de choses que moi et en plus qui lui adore vraiment une passion bébé, quoi. Donc en plus, c'était génial pour moi parce que Ah bah, écoute, c'est super. En tout cas, je pense que c'est un beau témoignage, de voir que quand on arrive à bien se répartir, les choses et puis surtout que le papa est physiquement, là, enfin physiquement et aussi mentalement, enfin, qu'il est disposé à être pleinement là, pleinement présent, pendant, pas juste, quelques jours, mais vraiment, plusieurs mois, enfin en tout cas la même durée d'ailleurs que la tienne. Bah, du coup, ça aide à beaucoup mieux, vivre la chose, trop bien. ouais, je pense que ça c'est ça, ça nous soulage. C'est vrai que moi j'étais partie d'une posture aussi alors c'est souvent une discussion, un débat qu'on a avec les femmes, chefs d'entreprise qu'il y a ici, les freelances et cetera. Mais c'est que, moi je suis partisan du, mieux enfin, fait il faut mieux que ce soit fait que parfait. Je crois qu'on s'était dit, mais du coup, même si, le sac n'a jamais été rangé comme je veux, même si, voilà, la tenue n'est pas bien le matin, même si, les papiers administratifs, sont pas faits en temps et en heure, bah, en fait, j'ai toujours considéré que c'était sa tâche. Donc j'ai porté un enfant, il a fait les rendez-vous, médicaux, il a pris en main, Doctolib. Il a, les enfants sur sa carte, vitale. Du coup, bah, en fait, il a pas le choix de faire les choses. C'était une manière de le responsabiliser sur les sujets et aussi moi de me dire: «Bon, bah, alors attends, oui, ce n'est pas comme tu veux, mais en fait, est-ce qu'on veut un sac prêt pour partir ou est-ce qu'on veut un beau sac?» J'étais là: «On veut un sac prêt pour partir». Voilà. Après, je pense qu'il est aussi, particulièrement bien impliqué et je trouve ça fait enfin, plus facile de lâcher prise sur des détails quand, c'est fait, enfin, quand c'est bien fait à 90 parce qu'il y a vraiment des enfin, je suis dans des groupes, tu sais, de jeunes mamans où quand elles racontent, tu vois, leur mec, le niveau de débrouillardise. D'ailleurs, du coup, ces mecs-là sont surnommés, par leur propre conjointe «le stagiaire» pour te dire à quel point ils sont vraiment, pas, voilà, pas non seulement ils prennent pas d'initiative, mais en plus, ils arrivent pas à suivre des des instructions simples. Donc faut bien tomber aussi pour avoir ce luxe de pouvoir, vraiment, enfin, tu vois, partager cette responsabilité. Enfin voilà, tu peux lancer la balle, si la personne elle la rattrape pas, bah donc c'est voilà, c'est un
enfin, c'est une dynamique. Mais j'entends tout à fait aussi que, cette dynamique, c'est pas que entre ses mains à lui et c'est aussi à toi de lancer la balle. C'est aussi à toi, de pas, voilà, être, trop dans le détail de comment le sac a été fait et cetera. Voilà. Non, par contre, moi, je suis vraiment dans je sur ces sujets-là, l'homme doit se responsabiliser. En fait, c'est pas nous, si nous on a envie de faire bien le sac, si on a envie d'avoir, nos tocs, qu'on a toutes, hein, et tous, c'est quoi qu'il arrive, un homme, doit prendre le lead. Une femme ne sera jamais, je trouve, trop coupable de faire bien un sac. Si elle fait bien le sac, c'est parce qu'il y a jamais personne justement pour reprendre la balle derrière. Donc quand j'entends des discours en disant, «Oui, mais ma conjointe», tu vois? On a ce genre de débat, hein, toutes, et «Elle me laisse pas faire». Je dis: «Mais attends, dans ton boulot, quand on te laisse pas faire, tu es OK pour prendre le lead, de donner un petit coup de coude et dire: C'est à mon tour et je le fais». Donc tu peux très bien le faire dans ton foyer. Si tu dis: «On ma conjointe me laisse pas faire», c'est que tu as pas vraiment envie de prendre le lead sur le C'est que sujet. tu es déjà C'est en que ça mode t'arrange bien, stagiaire, en en fait. fait. Voilà, Donc ouais. c'est que ça t'arrange que ta conjointe, voilà, prenne le lead sur ce sujet, quoi. Et moi, je serai toujours, quoi qu'il arrive, du côté des femmes, donc là-dessus, voilà. Mais on s'est fait des belles frayeurs en début, hein. Moi, je me souviens, de couches, en plus, on faisait les couches lavables pour notre première, donc de couches pleines, sans, change de couche au milieu de resto, mais c'est vrai que ces moments-là, je me disais: «Bon, alors là, c'est pas ta responsabilité, c'est lui qui a fait le sac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va se débrouiller. Oui, il ira au WC, oui, il roulera son enfant dans du papier WC, oui, il va enlever son t-shirt pour l'allonger, mais c'est pas grave, il va le faire». Voilà, et comme ça, la prochaine fois, il y aura pas de problème de couche. Trop Donc bien. donc ouais. Super anecdote. Et pour en revenir au fil de ton histoire, comment s'est passée la reprise, après ce 1er, congé maternité? Voilà, comment est-ce que tu as vécu ta nouvelle réalité, de maman entrepreneur? Moi, j'ai beaucoup aimé ma reprise parce que, bah, je pense que je suis quand même dans un milieu privilégié, encore une fois, composé de femmes. Donc j'ai trouvé quand même une bienveillance, une douceur, beaucoup d'amour autour de moi sur le fait de, voilà, d'avoir un enfant, et puis aussi beaucoup de questionnements parce qu'en fait, on a la patronnerie, elle a tendance aussi à suivre, les âges, des fondatrices. Donc moi là, j'ai 40 ans, cette année. Donc il y avait aussi tout cet questionnement sur: «Ah bah, moi aussi j'aimerais avoir un enfant, comment tu fais? Comment tu t'en sors? Est-ce que c'est dur? J'ai peur pour ma boîte». Beaucoup de discours autour de, oui, mais le je sais que le jour où je serai mère, je ne serai plus que mère et je ne pourrai pas gérer ma société. Ça, on a eu beaucoup d'échanges au bureau là-dessus parce que, essentiellement, il y a des femmes, des chefs d'entreprise aussi, qui avaient construit leur boîte sans avoir d'enfants pour l'instant, enfin, voilà, à l'époque, et donc ça, j'ai trouvé que vraiment que c'était des bran en tout cas, ma reprise, j'ai vraiment aimé cette reprise. Ce que j'ai trouvé plus dur, c'est ce que je te disais, c'est que en fait, on a changé de cadre de vie aussi au moment où je suis tombée enceinte. Donc j'étais, très proche de mon bureau, j'avais pas de transport, et j'avais une proximité avec beaucoup de commerces, et en fait, on est sortis de Paris, en allant comme beaucoup sur une future ligne de métro. Donc découvrir ce que c'est, moi qui viens de province, la banlieue, découvrir ce que c'est de prendre, le bus tous les matins, tous les soirs, d'arriver en retard, et ce qui a été dur, c'est de ne pas gérer mon timing, sur le retour. C'est-à-dire d'être constamment en train de dire: «Il est 17:15. Si je ne prends pas le bus à 17:20-25, je vais être en retard pour aller récupérer ma fille». Et ça, j'ai trouvé que c'était la pression constante. Bon, surtout quand tu as un besoin de liberté comme moi, la pression constante de l'horaire. Ouais, Tu ne peux plus te dire: «Ouf, on prendra un café de plus». C'est fini. ouais, Tu rentres chez toi et tu as ta 2e vie, de mère qui commence. ouais. Donc heu, donc ça, je trouve que c'est le pour moi, c'est en tout cas, ça a été le sujet de frustration numéro un avec la reprise, c'est de me rendre compte que j'avais plus, la main mise sur mon emploi du temps et que j'allais devoir faire des compromis avec moi-même sur mes horaires. Et tu penses que ça a penché dans la balance, de l'impression, qu'a eu ton associé des 9 mois de congé mat? Parce que peut-être, je sais pas, tu devais partir plus tôt, arriver plus tard, être parfois absente à cause de maladies, de problèmes de garde, de ceci, de cela?
Sans doute. Après, c'est vrai que nous, on était en horaire très décalé. Elle était pas du matin, donc elle arrivait souvent sur le temps de midi Mmh mh. et donc elle finissait, sans doute plus vers 19h. Mais moi, je la voyais pas partir. En tout cas, elle était pas partie quand moi je partais Mmh. et elle me voyait pas arriver le matin, Ouais. mais me voyait partir beaucoup plus tôt. Mmh. Enfin beaucoup plus tôt, j'ai ma fille, je la récupérais à 18h30. Donc maintenant avec le recul, c'était pas non plus, extrêmement tôt, tu Ouais. vois? Mais c'est sûr qu'en tout cas, c'est un vrai sujet. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez une ou un associé, c'est important de mettre de faire un point sur le changement d'emploi du temps. Ouais. Ouais, 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 Heu, carrément. Parce qu'en fait, déjà, on n'a plus envie de rentrer tard et puis derrière, quand on rentre le soir, il y a toute cette fameuse routine, la routine du soir qui nous attend aussi. La routine pour Donc ne pas l'appeler le tunnel de son joli nom. oui, c'est ça, voilà. J'essaie de Ouais. positiver sur ce sujet, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même, ouais. Mais la petite anecdote, c'est qu'il y a pas plus tard qu'hier, il y a une patronne à qui on parlait et d'un seul coup, je me suis arrêtée de parler et du coup, elle m'a envoyé plusieurs messages en me disant: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu réponds pas, 3 petits points» et à un moment, vers 21h, je lui dis: «Mais entre 18 et 21h, je n'existe plus, je ne serai voilà, juste oubliez-moi». C'est pas toi, c'est Voilà, moi. voilà. Ouais. Donc Mmh. donc voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, si on le sait pas, bon, bah, Ouais. tant qu'on l'a pas vécu, hein, Ouais, c'est c'est ça. compliqué. C'est vrai que les messages, auxquels on répond au bout de 3 jours, Oui, ça exactement. c'est typique en Parce fait que quand tu es jeune maman et que tu as bah, oui, enfin voilà, parce qu'il ton faut temps prioriser aussi, hein. il est pas voilà, il est pas, aussi flexible, qu'il pouvait l'être et effectivement, ouais, je me reconnais bien dans ton partage. On va parler maintenant de ta deuxième grossesse. Où en était ton activité quand tu es retombée enceinte? Est-ce que tu avais toujours la même associée? J'imagine qu'on était sortis du covid. Du coup, voilà, quel était le modèle économique, de ton business, à ce moment-là? Alors du coup, donc je suis tombée enceinte donc une première fois en 2021 et puis j'ai eu ma deuxième fille, alors cette en 2026, donc cette année, voilà. Donc effectivement, on était sortis du covid, mes filles ont 5 ans d'écart. Alors c'était pas non plus très précis, le timing, on va dire. Là, il y a eu quand même une réflexion sur le choix d'avoir un deuxième qui n'avait pas eu lieu pour la première grossesse. Mais voilà, il y avait pas de calcul, parce qu'à un moment, je me suis posé la question en me disant: «Si s'il faut avoir un deuxième enfant, il faut quand même réfléchir à la saisonnalité du business». Moi, je suis dans un lieu qui est quand même un lieu événementiel féministe, donc j'ai des moments de temporalité, j'ai des moments où je vais avoir plus de coworkeuses, j'ai des moments où je vais faire de la location de salle, de la création d'événements, où je vais avoir des moments de rush et puis des moments très, très creux. Après, moi, je trouve que c'est tellement une charge, c'est tellement dur de planifier une grossesse, d'avoir une réflexion en disant: «Voilà, j'ai envie de tomber enceinte à ce moment-là», que je trouve que je me mets déjà tellement de pression au quotidien, que ça, c'était quelque chose que j'avais pas envie d'avoir. Donc je me suis toujours dit: «S'il y a deuxième enfant, il y a deuxième enfant, s'il y a pas deuxième enfant, il y a pas deuxième enfant». Voilà. La patronnerie finalement, c'est un peu, d'ailleurs j'avais eu pour ma première grossesse un entretien au Lila, parce que moi j'ai accouché au Lila avec une thérapeute et qui m'avait dit, «Bah, en fait finalement la patronnerie, c'est comme gérer, énormément d'enfants. Donc vous avez quand même la fibre maternelle», m'avait-elle dit. Voilà, parce que je m'étais quand même, comme j'avais pas forcément très bien vécu la première grossesse, enfin, c'était tellement arrivé de manière un peu spontanée que je m'étais interrogée sur moi-même aussi, hein. Donc c'était assez drôle et ça avait débloqué des choses. Je m'étais dit, c'est vrai que finalement la patronnerie, c'est une sorte de famille, voilà, famille choisie. Donc voilà. Et est-ce que tu avais toujours ton associé au moment où tu retombes enceinte? Oui, j'avais toujours mon associé qui là n'a pas bien pris, qui n'a pas bien pris la deuxième grossesse. Donc effectivement, c'est là où elle m'a expliqué que j'étais partie 9 mois pour la première grossesse. Tu vois? Donc du ressenti. Je dis: «Mais c'est complètement faux». Donc comme quoi la vision et le fait de pas échanger sur ces sujets-là quand tu es 2 et en fait, c'est une association, surtout quand ça fait 10 ans, c'est une sorte de couple aussi, tu vois?
Voilà, ça a remis des choses en perspective en disant: «Mais, j'ai pris 3 mois la première fois, je prendrai de nouveau 3 mois, c'est pas le bout du monde». Donc ça te fait peser une culpabilité sur toi parce que tu te dis: «Bah, ça veut dire que je vais être obligée de prendre que 3 mois parce qu'on est 2». Parce qu'il faut aussi se mettre dans une posture que souvent on se dit, quand on est chef d'entreprise, avoir une associée, un associé: «Oui, mais du coup, ça me permet de moins organiser les choses, ça me permet aussi de me dire qu'il y a quelqu'un qui prendra le lead quand je serai pas là». Or, vous n'avez pas les mêmes tâches que votre associé généralement, vous n'avez pas la même tête, hein, donc les choses, la vision est différente et aussi, en fait, des fois, du coup, on n'a pas de sujet de discussion de fond parce qu'on se dit qu'on est aligné sur une vision globale de la boîte. Mais en fait, il faut avoir ces discussions, il faut savoir se poser, Ouais, et ouais, cetera. ouais, tout à fait. Donc ouais, du coup là, ça a été plus dur pour elle, à digérer que la Mmh. première grossesse, je Parce que pense. du coup, il y avait le Donc vécu de la première qui venait, il ouais, y avait le ouais, ouais. ressenti de la première et cetera et le fait qu'on n'était pas du tout sur les mêmes, typologies de travail aussi, je suis sur vraiment sur le côté physique, humain, gestion de communauté, donc la partie vraiment événementielle. Donc c'est des choses très terrain et elle avait pas cette partie-là, donc il fallait qu'elle sorte un petit peu finalement de sa zone de confort pour tendre vers l'humain, ce qui est pas évident quand on n'apprécie pas cette partie-là du business, quoi. Ouais, 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 ouais. Et toi, ta posture, ce que tu nous as parlé voilà, de l'état d'esprit dans lequel tu étais, warrior, je vais appeler ça comme ça, pour la première grossesse en mode: «Non mais c'est bon, tout va bien se passer et puis surtout, je vais prendre sur moi et ça va rien changer». Est-ce que le vécu de cette première grossesse, difficile, ça t'a, voilà, donné une autre posture pour la deuxième? Oh là là, je vais te décevoir. Mais, je pense que en fait, la 2e grossesse m'a fait réaliser que j'aurais dû faire les choses différemment pour la première, parce que moi, en soi, la première grossesse, hormis le fait d'être malade, d'avoir des syndromes de femme enceinte, je l'ai pas mal vécue. J'ai pas mal vécu non plus ma reprise et j'ai pas mal vécu le postpartum. Donc, du coup, pour moi, c'était quand même passé de manière assez fluide. Mais en tombant enceinte une deuxième fois, ce que je me suis rendu compte, c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, je m'étais ignorée aussi dans mon rôle de mère, chef d'entreprise. C'est que j'ai pris conscience qu'en fait, je ne parlais jamais de mon enfant, que, je m'octroyais pas le fait d'être mère, que c'était un sujet, je pense, inconsciemment quand même très tabou, tu vois? Et donc là, cette grossesse, alors j'ai eu les mêmes syndromes, vomir tout le temps, là, l'extrême fatigue et cetera. Bon, en plus, j'ai aussi décidé de déménager cette année-là, hein, parce que je sais pas, une grossesse, un déménagement, a priori, il y a un petit truc chez moi et voilà. Mais, je dirais que c'est cette grossesse, la 2e grossesse, ça a été la grossesse de j'ai envie de la ça serait un peu savoir et apprendre. En fait, me dire que, j'avais le droit d'être mère, tu vois? Que j'avais le droit de vouloir rester avec mon enfant, que j'avais le droit de garder les enfants malades. Parce qu'en fait, il faut se dire que j'ai jamais gardé ma fille malade, la première. C'est toujours mon conjoint, qui l'a gardée, qui prenait les arrêts, maladie. Donc, là, je me suis dit: «Bah, en fait, est-ce que j'ai envie, de faire exactement la même chose?» Il y a des choses qui sont très positives dans la relation qu'on a eue, avec tous les 2 avec notre fille pour la première, mais est-ce que j'ai aussi envie d'être dans cette position, ce que tu disais là, de warrior? J'ai aussi le droit de dire, «C'est OK, je vais rester avec ma fille». Donc c'est peut-être la grossesse de la sagesse, si tu veux. Je pense que si je tombais enceinte une 3e fois, elle serait parfaite. Cette fois, voilà, je t'appellerai toi, je gérerai tout en amont, mais voilà. Et donc tu disais, dans le vécu de ta deuxième grossesse, il y a eu à nouveau la fatigue, les vomissements et cetera, sauf que cette fois-ci, on n'était plus en mode de covid, donc j'imagine que tu avais, les déplacements, tu nous as parlé de déménagement en plus à gérer. Comment est-ce que tu as vécu le fait d'avoir cette, activité, événementielle? Donc tu disais où la présence physique, elle est importante. Il y a peut-être des choses à porter et cetera. Comment est-ce que, tu as vécu cette deuxième grossesse, non covidée, avec une activité, physique, et un corps, qui est mis à rude épreuve? Bah, alors là, pour le coup, c'est un sujet qu'on avait eu avec mon associé.
mon ex-associé, c'est qu'on s'est posé sur la stratégie et moi je me suis dit: «Bon, bah, alors c'est le moment, d'être plus stratégique, donc peut-être de s'alléger», notamment, elle, sur une partie administrative qu'elle gérait, donc d'automatiser des choses, de prendre en fait ce parti pris de simplifier les process. Et de son côté, ce qu'elle m'a demandé, elle, c'est qu'elle m'a dit: «Bah, moi, je veux que les 3 mois, de grossesse», mais alors, tu as toujours un peu l'avant où tu es vraiment au bout de ta vie, donc bah, en fait, tu restes à la maison et puis, tu as 3 mois, mais il faut quand même avoir un moyen de garde. Donc tu vois, il y a aussi cet après où en fait, il y a quand même un mois où ça fluctue. Moi, j'ai eu la chance de toujours trouver des moyens de garde, enfin, beaucoup travailler pour trouver des moyens de garde, mais du coup, il y a quand même ces 2 semaines d'adaptation et cetera. Donc c'est jamais, tu vois? Et du coup, là, la posture qu'on a prise, c'est de se dire, elle voulait pas avoir une charge, double charge pendant que je n'étais pas là, donc ralentir l'activité pour avoir une activité stable, mais qui correspond, à nos besoins financiers, pas plus. Ne pas se challenger pendant cette période, pour en fait, parce que souvent en entrepreneuriat, on a tendance à vouloir toujours innover. Donc du coup, de se dire cette fois, pas de nouvelles idées, pas de nouveaux, programmes, pas de nouvelles, visions. Restons stables pendant les mois où je ne serai pas là. Et cette posture du coup, ou cette stratégie, pour ton entreprise de rien démarrer de nouveau et de capitaliser sur les acquis en simplifiant, en automatisant certaines choses et en voilà, pour alléger la charge de travail tout en maintenant, heu les rentrées d'argent pour, voilà, la viabilité de l'activité. Ça, a posteriori, est-ce que enfin, voilà, est-ce que ça a bien marché pour vous? Est-ce que tu en es contente? Entre-temps, en fait, mon associé a décidé de partir au milieu de mon congé mat, donc j'aurais vraiment fait tous les cas de figure, voilà. Et donc en fait, cette stratégie en fait qu'on avait mis en place, mais que surtout moi j'avais mis pour que mon associé puisse se sentir bien et sereine pendant les 3 premiers mois, bah, en fait ça fonctionne aussi si c'est respecté. Et là en Ouais. fait, je me suis retrouvée dans un lieu, je me suis retrouvée en décembre, donc je me suis retrouvée, 3 mois, enfin, 2 mois après mon donc j'ai appris. J'ai réfléchi à mes dates, mais j'ai accouché en novembre 2026. J'ai appris donc le en j En novembre 2025 peut-être, parce que 2020 là, on est qu'en mai oui, pardon, 2026, donc à moins mon Dieu. Donc j'ai dit que ma deuxième fille était à née en moins que tu aies une 2025. capsule Ah bah, temporelle pour revenir en arrière. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est horrible Pas les de pauvres, je souci. connais déjà plus la fin de leur date de tu sais, des jours d'anniversaire, de machin, mon Dieu. Mais mais en fait, elle m'a annoncé qu'elle Donc va tu accouches en novembre j'ai 2025, accouché en novembre donc 2025. En juillet 2025, mon associée m'annonce qu'elle part. Donc OK. bah, voilà, je comprends, changement de vie, un client, lui propose un poste au sein de sa boîte, un de nos clients, donc j'acquiesce, enfin voilà, il y a aucun problème, on a tous, la le droit de changer de vie. Sauf qu'en fait, il était prévu qu'elle reste après mon congé mat pour qu'on ait une transition plus sereine et finalement, elle est partie en décembre, donc durant mon congé mat. Waouh. Sauf qu'entre-temps, on n'avait pas fait de période de recrutement puisque l'idée, c'était de ralentir l'activité. Mais en fait, ralentir l'activité, c'est pas, plus Oui. personne. Voilà. Donc là, la stratégie, en soi, il y avait eu une discussion et la stratégie, pourrait sembler viable sur le papier, sachant qu'on était soulagés de mon salaire puisque là, cette fois, j'ai pris mon congé mat. Pas renouvelé, j'ai pas renouvelé l'expérience de ne pas dire que j'étais mère. Mais bah, du coup, en fait, attention à ça. C'est pas parce qu'on a des associés qu'on peut se dire qu'il faut compter, sur son binôme. Avoir un associé, c'est pas se dire: «On est 2 pour les 4 coups durs». C'est se dire: «C'est quand même des charges financières, il faut assurer, 4 fois plus plutôt que 2 fois» et puis, en fait, moi, mon associé n'avait pas les mêmes fonctions au sein de ma boîte. Donc en fait, elle était pas non plus en capacité de faire ce que moi, je ne faisais pas pendant à cause lié au congé mat. Et vice versa, du coup, toi, tu as dû reprendre, sa partie quand elle t'a annoncé son départ et puis qu'en plus elle a accéléré finalement, son départ effectif, en plein milieu de ton congé mat et j'imagine que là aussi tu avais pas enfin, la façon dont ça se répartit,
très souvent quand on a un associé complémentaire comme c'était votre cas, c'est que, bah, toi tu fais les choses avec lesquelles tu as de l'affinité et elle, aussi et du coup, est-ce que, voilà, les parties qu'elle, prenait habituellement, tu as pu les reprendre? Est-ce que tu avais des compétences pour, de l'appétence pour? Comment ça s'est passé? Alors du coup, moi, elle s'occupait essentiellement d'une partie, liée à l'administratif, donc c'est sûr qu'il a fallu que je remette, le nez, dedans. C'était pas évident et puis surtout se trouver des autres méthodes de travail. Parce qu'en fait, il y a 1000 manières d'exercer un métier, une activité, un segment, et cetera. Donc du coup, le plus dur, je pense pour moi, ça a été qu'il y ait pas eu, de réelle, transmission. En fait, il y a pas eu de transition de poste, j'ai envie de dire. Donc du coup, en fait, il a fallu que, enfin, je suis encore en plein dedans, hein, parce que c'est pas très vieux, me dépatouiller en janvier avec, des sujets, que je maîtrisais pas, mais qui restent des sujets, j'ai envie de dire subalternes de l'entrepreneuriat parce que c'était pas, le fond, c'était surtout, voilà. Mais, bah, découvrir, comprendre, se rendre compte qu'on est, bah, donc pas forcément bien aiguillé par un comptable aussi, pour lequel, on a travaillé pendant 10 ans en maximisant ses compétences plutôt, voilà. Donc, du coup des sujets comme ça à rattraper. Et une nouvelle organisation, à trouver qui est pas évidente, hein, qui était vraiment, Ouais. ouais, pas évidente. Donc ouais, ça c'est vraiment, après c'est j'ai l'impression qu'avec chaque grossesse, ça amène du renouveau. Donc en fait, on restructure les choses parce qu'on notre vie aussi, elle est complètement restructurée. Donc quelque part, c'est se mettre le doigt dans l'œil de s'imaginer qu'en fait avec, une grossesse, un enfant, les choses seront comme avant. C'est faux. Et en même temps, je trouve que c'est là où on est le plus innovant parce qu'en fait, notre temps, il est tellement différent. L'énergie qu'on a, elle est tellement différente qu'en fait, on maximise toute cette énergie. Parce qu'on doit en avoir pour rentrer à la maison et puis on en a avoir pour notre famille, voilà, et je trouve que, en tout cas, moi, j'ai toujours trouvé que c'était des périodes de grande innovation. Ah super, ça contraste avec, la posture ou l'état d'esprit dont tu ouais, nous disais, que tu avais eu, pour la première grossesse et du coup avec le recul, qu'est-ce que tu dirais que t'ont apporté, tes grossesses 1 et 2 pour la patronnerie? Je pense qu'effectivement, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tant qu'on n'est pas qu'on devient pas mère, mais qu'en fait, la relation au temps, elle est très précieuse et donc je trouve qu'on est plus performante en tant que chef d'entreprise femme parce que, et ben, on a, des problématiques, plus conséquentes, en tout cas plus de choses à gérer et donc quand on doit gérer plus de choses, on maximise son temps. Donc on est capable, je trouve, de faire la part belle à des sujets ou à être beaucoup plus incisif sur des sujets en disant: «Ça, c'est pas ma priorité». Donc la to do list, en fait, qu'on faisait avant et ben, en fait, on sait que on sait prioriser. Ouais. Donc ça, vraiment, je trouve il faut, relativiser, enfin, en tout cas, être chef d'entreprise et être mère, pour moi, c'est une force maintenant. C'est de me dire que grâce à ça, le business, il va évoluer différemment et que je suis plus enclin à m'écouter moi aussi, à me dire, je suis OK avec le fait qu'être, mère, chef d'entreprise, c'est pas quelque chose que moi je mets en avant constamment. Voilà, j'ai encore beaucoup de mal avec des terminologies comme mampreneur et cetera parce qu'on dit pas, papapreneur, ils ont pas cette casquette-là. Par contre, j'estime que j'ai des compétences bien supérieures, à, mes collègues, de l'entrepreneuriat masculin du coup, parce que, j'ai développé une adaptabilité beaucoup plus forte. Ouais et qui t'a permis de traverser aussi cette, crise pour l'activité avec le départ, de ton associé qui a rebattu les cartes et a obligé de ouais, de s'organiser complètement différemment et est-ce que tu as eu envie de reprendre une autre associée ou est-ce que du coup tu es contente d'être seule à la tête de la patronnerie? Est-ce que parce que je sais que tu avais aussi une salariée pendant la première grossesse, du coup là, comment se goupille l'équipe autour de toi? Du coup, moi, je m'étais vaguement posé la question quand j'ai eu l'annonce du départ en juillet, 2025.
Oui, en fait, j'en ai parlé, à d'autres parce que du coup, moi, je travaille aussi pas mal pour, notamment des écoles en mentorat ou, sur, des cours, bah, de scénographie événementielle et cetera. Donc j'en ai parlé un peu autour de moi en expliquant mes problématiques parce que c'est très important pour moi dans le business d'expliquer, en fait, les points, bah, quand ça va bien dans son business, c'est bien de le dire, quand ça va mal, c'est bien de le dire aussi et donc en fait, en faisant le chemin pour aller, en donnant un cours, j'ai fait un cowork avec, une freelance, voilà, qui elle a été ex-chef d'entreprise, qui avait monté une start-up dans la tech il y a 3 ans et qui en fait, elle cherchait un, nouveau business à monter, un business à impact qui corresponde plus à ses valeurs. Parce que c'est ça aussi l'importance de mon business. C'est pourquoi je pense que ça fait 10 ans que ça existe. C'est parce qu'en fait, elles sont toujours, en lien avec les valeurs que je prône. Donc j'arrive toujours à y trouver du sens malgré, le changement de personnes, enfin, parce qu'on n'est plus les mêmes, hein, quand on devient, parent et donc elle a décidé de me rejoindre sur l'aventure. Voilà, elle s'appelle, Julie, Brassé et donc là, on est vraiment dans le dur. Là, on va pas se mentir, actuellement, si tu m'avais dit de dire les mois, on est en mai 2026. C'est vraiment la grosse, restructuration, repositionnement parce qu'il faut qu'elle puisse apporter ses pièces sa pierre à l'édifice, parce qu'elle fait dire justement, j'ai bien compris qu'on n'était pas interchangeables, qu'elle avait d'autres compétences, donc il faut absolument qu'elle puisse exprimer ses compétences aussi, au sein de la patronnerie. Ouais, donc c'est un nouveau chapitre, qui s'ouvre, complètement, pour l'entreprise avec, ouais, avec cette évolution dans l'équipe dirigeante, et donc, bah, des nouvelles compétences et une nouvelle direction à prendre, ouais. Et je pense aussi que le fait d'avoir une, nouvelle, associée qui, en fait, me connaît en tant que mère aussi, je trouve que du coup, je suis beaucoup plus enclin alors qu'à posteriori, on peut se dire être avec une associée qui nous a beau évoluer, elle pourrait nous connaître, nous comprendre. Mais non, je trouve que là, du coup, c'est le nouveau moi et du coup, bah, en fait, s'il faut aller chercher une des filles parce que, bon, bah, là, par exemple, il y a eu les vacances scolaires et j'ai dû garder, ma deuxième du coup, pendant 2 jours et ben, je l'ai gardée pendant 2 jours. Chose que je n'aurais jamais fait avant, que je n'aurais pas osé faire. Je me serais pas octroyé le temps. J'aurais dépensé mon énergie pour trouver une solution pour la faire garder. Donc c'est ça aussi que je trouve, agréable dans le fait de retravailler en binôme. Ouais. Et j'ai juste une petite question, supplémentaire par rapport à cette deuxième grossesse et congé maternité, puisque tu me disais que cette fois-ci, tu avais demandé à avoir un congé maternité. Donc pour celles qui nous écoutent et que ça intéresserait ou qui sont elles-mêmes aussi, dirigeantes de SAS, comment ça a marché finalement? Est-ce que les démarches administratives étaient si, horribles que ça? Est-ce que tu as touché que des cacahuètes ou comment ça s'est goupillé finalement? Ouais et ben, non, mais à ma grande surprise, en fait, ça a été très fluide. Du coup, les papiers administratifs dont on nous parle toujours, voilà, j'ai dû je pense télécharger 2 dossiers, faire 3 signatures et envoyer ça, par courrier. Donc vraiment là-dessus, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une simplicité et puis en plus, j'avais beaucoup d'autres choses en tête à cette période-là, donc j'étais contente d'avoir des aides, qu'elles arrivent, sur mon compte, que les choses soient fluides parce que ma grande crainte, c'est aussi de me dire, «Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qu'on va me demander comme papier?» et cetera. De ne pas écouter mon comptable aussi, hein, sur le sujet, parce que là, je l'ai pas positionné sur, leader de ma vie et administrative, quoi. Je me suis dit: «Eh ben, en fait, là, je vais prendre un congé mat parce que, bah, je deviens mère une seconde fois et que je veux le notifier». Oui, vraiment, une simplicité. C'est en tout cas pour moi, je trouve que c'est faut pas que ça cristallise une angoisse parce que c'est ce qui fait aussi qu'on fait des mauvais choix. Parce qu'on se dit, «Ah non mais c'est trop dur, je vais galérer, voilà, laissons couler, il y a de l'argent sur le compte et cetera». Bah, non, en fait, c'est des choses auxquelles on a le droit, c'est et une représentation sociale, c'est reconnaître aussi le fait qu'on s'arrête, vraiment. Et est-ce que du coup ça t'a aidé à t'arrêter vraiment cette fois-ci? Mmh. Alors, très bonne question. Bah, en fait, moi, quand j'ai rencontré Julie, donc c'était juste avant d'accoucher et du coup, la reprise, en fait, elle s'est faite, elle s'est f
en fait, la reprise de la boîte faisait que il fallait quand même qu'il y ait un jeu de en tout cas une transmission. Donc, elle a navigué un peu avec mon ex-associé pour voir, comment réorganiser les choses et donc moi, j'ai quand même pris beaucoup en charge le fait qu'on se voit, physiquement pendant mon congé mat, pour, là, on est aussi dans un process de vendre, hein, de vendre sa société donc, du coup, je dirais que je me suis arrêtée sur les sujets de la patronnerie et j'ai pas été présente à la patronnerie, j'ai pas, géré, les questions liées, aux femmes qui étaient là, mais l'activité était extrêmement ralentie. Par contre, j'ai géré le fait qu'il fallait, montrer montrer l'appétence de la patronnerie à une nouvelle personne. Voilà. Donc c'est un autre sujet. Ouais, 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 bah, ouais, on comprend tout à fait, forcément en changeant d'associé en plein milieu de ton congé maternité, et de manière un petit peu abrupte, si j'ai bien compris, il y avait aussi un sujet de date qui a pas tout à fait été respecté et qui t'a mis un petit peu dans l'embarras. Je pense qu'on comprend tout à fait que tu aies eu besoin de sécuriser la suite de ton entreprise en étant présente pour cette nouvelle associée et qu'elle prenne pas peur non plus, parce que débarquer, dans avec personne, évidemment que c'est pas, voilà, ça donne pas envie, quoi. Donc on comprend tout à fait, ouais. Après, tu vois, justement, là, moi, en ce moment, là, le questionnement, c'est de se dire: «OK, on est sur une refonte. L'administratif, la transmission des parts, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pourrait imaginer». Donc il y a aussi cette posture où, là, moi, en termes d'activité, on est sur une activité saisonnière. En mai, ça à partir de mai, juin, juillet, août, c'est là où les événements sont en pleine décroissance. Il commence à y avoir les beaux jours, donc les événements sont plutôt à l'extérieur. Les les chefs d'entreprise, c'est des périodes aussi en plus, on a quand même pas mal de femmes, qui ont des enfants. C'est des activités l'activité diminue donc par contre, ma posture, c'est qu'aujourd'hui, là, je vais m'octroyer plus de temps, heu, pour moi, aller chercher, mes 2 filles plus tôt, ce genre de choses parce que, si je le fais pas maintenant, j'aurai pas la possibilité de le faire en septembre. Mmh. Mmh. Donc c'est ça aussi. Je trouve que je me dis: «Bah, en tant que chef d'entreprise, il faut aussi, que je me dise: "J'ai eu un moment de tension, donc là, j'ai le droit de m'octroyer du temps aujourd'hui", parce que j'ai la chance de pas être salariée, donc c'est beaucoup de stress d'être chef d'entreprise, mais j'ai quand même la possibilité de me dire: «Eh bien, je vais rétrécir, prendre du temps maintenant», tu vois? Ouais, super. Mmh. Donc De voilà. pouvoir, capitaliser sur cet avantage que tu as en étant, Exactement, c'est chef ça. d'entreprise, Ouais ouais. et accepter, tu vois? Être dans une acceptation de se dire plutôt qu'être toujours à 1000 à l'heure, de se dire: «Bah, non» et là, je me suis dit: «Mais en fait, il va rien se passer jusqu'en septembre». Donc si c'est un moment dans la vie, il faut que je prenne du temps, c'est maintenant. Mmh. Mmh. Génial. Et une dernière question qui pourrait être intéressante, pour les auditrices, qui se questionnent justement sur le fait d'avoir un deuxième enfant, parce que j'ai, vu que toi, il y avait un écart important entre ta première et ta deuxième fille, puis tu me disais aussi que voilà, ça avait été, une réflexion, plus forte, que pour la première en tout cas. Voilà, comment tu vis le fait d'être devenue maman, de 2 enfants et comment est-ce que toi, tu as pris cette décision et qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Alors je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est assez dure, hein. On se pose toute la question de se dire: «Il faut avoir un pouvoir d'achat, il faut pouvoir, profiter de nos enfants, il faut» voilà, il y a toujours cette question, sujet quand même, quand on a des petits, qui est la question du sommeil, la question de la fatigue. Je considère que, bon, on est un peu maltraité de manière globale quand on est jeune parent, parce qu'on va toujours nous dire, «C'est dur», on est beaucoup dans des choses, je trouve, très négatives. Je trouve qu'en tant que chef d'entreprise, le fait d'avoir, une 2e, enfant, alors déjà, c'est l'idée je suis beaucoup plus sûre de moi, j'optimise, ce que je disais, beaucoup plus mon temps et je trouve aussi que les choses sont plus faciles parce qu'en fait, je sais ce que c'est. Je suis plus en terrain, inconnu. Donc cette espèce d'angoisse en se disant: «Mon Dieu, 2 enfants», j'ai trouvé que ma charge de travail, elle était pas multipliée par 2. Alors effectivement, il y a quand même 5 ans d'écart entre les 2. Mais en tout cas, j'apprécie plus parce que je sais que cette période-là, elle va passer, parce que je sais qu'un nouveau-né, voilà, oui, il dort moins, mais c'est pas toute la vie et donc c'est important aussi de se le rappeler, d'être pas
en tout cas d'être dans un mindset pas forcément, d'être positif sur ce sujet, en se disant que c'est possible et que de toute manière vous allez partir à, plus tôt chercher vos enfants. Donc, finalement qu'on en cherche un ou 2, voilà, ça doit pas être un frein en se disant: «Oui mais là, je vais, plus pouvoir faire ça». En fait, c'est des choses qu'on fait déjà plus. Donc vraiment je trouve qu'un deuxième enfant, c'est en tout cas, ça a moins d'impact dans ma vie qu'un 1er qui était révélateur d'un énorme changement et chamboulement, dans ma vie, au quotidien, quoi. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil, aux entrepreneuses qui nous écoutent et qui, sont donc à leur compte, quel que soit leur statut d'ailleurs et qui souhaitent se lancer dans un projet bébé et qui, voilà, qui ont de l'appréhension par rapport à l'impact que ça pourrait avoir pour leur business? Et je pense qu'il y a 2 postures. Moi, je me suis mis aussi dans un positionnement de, pas vu, pas pris. Donc se dire que si je le vois pas, personne ne le voit et ça va rouler. Et je pense que le avec le recul, ce qu'il faut, c'est, en fait, se dire que c'est un changement de vie, l'accepter, prendre le temps de le digérer, peut-être se prendre un week-end et se caler, voilà, des peut-être une vision à 5 ans. Qu'est-ce que j'attends, de cette nouvelle vie? Quelles sont les grandes étapes pour moi? Est-ce que, justement, je suis chef d'entreprise? Est-ce que je m'arrête, 3 mois? Ou alors est-ce que j'ai envie de m'arrêter 6 mois? Est-ce que financièrement c'est viable? Et donc dans ce cas-là, anticiper le sujet. Avoir quand même conscience que mine de rien dans notre société, la femme enceinte, même en étant chef d'entreprise, même en étant indépendante, moi j'ai quand même pour ma deuxième grossesse, j'ai fait le choix de le dire et j'ai eu énormément de clients qui sont partis. Donc faut quand même en avoir conscience que j'ai eu beaucoup de petites réflexions, d'hommes, hein, majoritairement en me disant, «Mais c'est pas grave, tu vas passer, l'année à pouponner, on se fera une mission l'année prochaine» et moi je disais: «Mais attendez, moi j'ai l'intention de partir 3 mois». Donc ça, j'ai quand même dû, ravaler quelques sujets sensibles, en tout cas quand, les clients partent. Mais en fait, c'est itinérant. Ces clients-là qui n'acceptent pas que vous soyez enceinte et que vous arrêtiez 3 mois ou 6 mois ou 9 mois, c'est des clients qui n'accepteront pas votre nouveau statut de mère. C'est des clients qui n'accepteront pas que les calls seront plus passés à 19 heures. C'est des clients qui accepteront pas qu'on réponde pas à un mail, un dimanche soir. Donc finalement, c'est, une réorganisation de la vie au global, j'ai envie de dire. Super, super mot de la fin. Un grand merci à Alice pour son partage qui montre que la maternité peut être l'occasion de démarrer un nouveau chapitre dans le développement de son activité. La semaine prochaine, on retrouve Alice pour un épisode bonus au sujet de rejoindre un collectif en tant que mère et entrepreneur. Et vous en apprendrez plus du coup sur la communauté qu'elle gère avec la patronnerie. Par ailleurs, si vous êtes vous-même en projet bébé ou enceinte au moment d'écouter cet épisode et que vous vous sentez peut-être seul face à certaines de vos questions, ceci est un message pour vous. Je vous invite à rejoindre la préparation business à la grossesse, le premier programme d'accompagnement en France qui vous soutient avant, pendant et après la grossesse. Vous y trouverez des conseils, des stratégies pour que votre activité ne soit pas freinée, mais renforcée par la maternité. Et aussi, et peut-être surtout, une communauté de femmes qui vivent la même chose que vous, quasiment au même moment, avec qui partager cette aventure à la fois merveilleuse et déroutante qu'est la maternité en tant qu'entrepreneuse. Ne restez pas seule, évitez les écueils. Le lien avec toutes les infos est en description de l'épisode. Vous pouvez remplir le formulaire de candidature. Il y a 5 places par mois pour rejoindre la communauté. Allez, à très vite!